Cette vidéo est sponsorisée par Rugby Religion. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, franchement c'est top. Comment la France a poutré l'Écosse? Certains me taxeront d'envoyer des titres putaclic et rassurez-vous, c'est bien le cas. Bien sûr que j'ai envie que mon analyse elle soit vue, bien sûr que j'ai envie que ça fasse le buzz, mais j'écris ce que je pense. On peut toujours revenir sur les mots. Pour tous ceux qui jouent, entraînent ou supportent, il n'y a pas de plus grand plaisir que de dominer son adversaire tant sur le jeu que sur le résultat. La France remet tout simplement le clocher au milieu du village. Et oui, on aime bien rester prudent depuis 10 ans avec le rugby et surtout le rugby français. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, on est redevenu la grande nation qui gagne des matchs, qu'on prend au sérieux et en plus qui nous fait vibrer. Même si les chiffres ne font pas tout, et bien heureusement, il faut quand même avoir quelques éléments en tête. L'Écosse a environ 50 000 licenciés, tandis que la France en a un peu plus de 240 000. Ça veut dire qu'on a environ 5 fois plus de joueurs de rugby en France qu'en Écosse. Ça veut dire qu'on va avoir un plus grand réservoir de joueurs. On a donc plus de joueurs de qualité, et ça permet d'avoir un groupe qui est plus étoffé. Pourquoi est-ce que c'est un avantage pour la France? Fabien Galtier et son staff, ils ont réussi à créer un groupe France qui ne dépend pas d'un seul individu. On a des numéros 2 et des numéros 3, puisqu'il y a une hiérarchie qui est clairement établie, qui tire la bourre au numéro 1. Et cela, ça a été fait sans instaurer une concurrence malsaine. Il y a des groupes qui peuvent exploser si la concurrence est malsaine, c'est pas le cas dans le groupe France. Au même titre qu'Erasmus, lorsqu'il a récupéré la sélection sud-africaine avant la Coupe du Monde, il a réussi à créer un groupe de joueurs pour aller au bout. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à voir un documentaire que j'ai trouvé juste génial qui s'appelle Chasing the Sun, qui est sorti sur Canal et qui suit les Springboks pendant 2 ans, du moment où ils perdaient tous leurs matchs jusqu'à ce qu'ils les emmènent au titre de champion du monde. Quand tu vois la première ligne sud-africaine qui rentre, parfois même avant la mi-temps, tu sais pas si les remplaçants sont plus forts que les titulaires ou si les titulaires sont plus forts que les remplaçants. Et ça, c'est la force d'un groupe. En France, on commence à avoir ce groupe ultra qualitatif. Si Danty ne joue pas avec ses Vakatawa, honnêtement, quelle est la composition qui serait la plus efficace et la plus forte? On commence à avoir des joueurs qui sont tout aussi forts dans ceux qui sont hors groupe que ceux qui sont dans le groupe. Et ça a toute son importance parce que quand on joue l'Écosse qui a quelques absents, leur numéro 2 ou leur numéro 3 sur un poste, ils n'ont pas forcément le niveau de leur numéro 1. Ils pourront l'avoir sur une partie du match, mais quand on voit l'intensité de ce sport et les efforts monstrueux qu'il faut fournir tout en gardant une lucidité sur les choix, les déplacements, etc., ils ne l'auront pas sur tout le match. Je me suis amusé à remonter en arrière pour voir quand est-ce que c'était notre dernière victoire à Édimbourg dans le tournoi. Ça remonte à 2014 sur un score de 17-19 et la dernière fessée qu'on leur a donnée chez eux c'était en 2008, c'était un petit 27-6. Ça veut dire que ça fait 14 ans qu'on n'est pas allé leur mettre une fessée chez eux alors qu'on a 5 fois plus de licenciés. Eh bah ouais, on remet les pendules à l'heure. Je sais que c'est des matchs internationaux et c'est difficile, tout tralala, etc. Mais on est la France et on se doit de poutrer les Écossais. Même s'ils sont vaillants et qu'ils jouent bien, honnêtement, l'Écosse c'est comme l'Italie. Ils sont capables de t'accrocher pendant une mi-temps. Une fois tous les 5 ans, ils sont capables de te battre, mais tu dois être capable de les poutrer. En tout cas, quel plaisir de voir cette équipe de France en tant que spectateur closquer les équipes les unes après les autres. En vérité, cette satisfaction de la victoire, j'ai plus l'habitude de la tirer en tant qu'entraîneur, même si tous les coachs sont des éternels insatisfaits et qu'on pense toujours à la prochaine échéance, à ce qui a été pas bien, qu'on a toujours un truc à dire. Mais honnêtement, là, je la tire en tant que spectateur et en tant que fan en fait de l'équipe de France. Mais côté insatisfait, on peut toujours prendre l'exemple de Melvin Jaminet. Et ouais, il a été minable au pied face au poteau. Il a raté des pénalités 20 mètres en face des poteaux. Il a trouvé des touches de minime, n'a pas été performant sur le jeu aérien. C'est très facile de déglinguer un joueur sur sa prestation. Alors on va reprendre cette prestation minable de Melvin Jaminet. Le mec, il faut pas oublier qu'il a joué son premier match professionnel avec l'USAP en février 2020. Il joue une saison de Pro D2. Il a inscrit 294 points et en finissant champion de France et il embraye avec l'équipe de France en tournée alors qu'il n'était même pas en top 14. Là, c'est légèrement différent. Il n'est pas en tournée et il est en tournoi. Et c'est son premier déplacement en tournoi. Il découvre les ambiances, la météo écossaise, la pression que tu peux te mettre individuellement en plus de celle de l'enjeu et de la pression qu'il va y avoir dans les médias. Et oui, Melvin, il a foiré son match et il débriefera et fera son bilan pour s'améliorer. Et je suis intimement convaincu que Galtier et son staff font tout pour le préparer pour la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on a envie de gagner le tournoi, mais la priorité reste la Coupe du Monde. On ne peut pas aller loin sans buteur fiable et Melvin Jaminet, c'est un buteur fiable. Il va sûrement travailler très dur pour gommer ses erreurs et ne plus refaire une prestation comme ça, mais pour moi, c'est pas grave. Je rentre dans cette optique du grand plan de Monsieur Galtier et son staff pour la Coupe du Monde. On prépare nos joueurs pour ces échéances et qu'on ne trempe pas le moment venu. Et quand on va jouer en Écosse, Melvin Jaminet, il a énormément appris sur ce match, même s'il fait une prestation minable. En fait, j'en ai rien à faire. J'ai envie de lui dire, c'est bien mon petit, continue, apprends, embraye, engrange de l'expérience. De toute façon, on a gagné et tu seras prêt le moment venu. Franchement, on aurait pu s'inquiéter au vu de l'entame du match et du rythme qu'il allait avoir.
Un coup d'envoi direct en touche qui aurait pu rappeler le rugby à l'ancienne. Et d'ailleurs, si on avait récupéré une pénalité sur la mêlée et qu'on avait mis 3 points, ça aurait été juste magnifique de donner le ton du match comme cela. Mais ça n'a pas été le cas et au bout de 4 minutes de jeu, on en est à notre troisième mêlée. On se demandait un petit peu tout ce qui allait se passer et on a eu le droit à ce qu'on attendait tous. Premier lancement de jeu pour la France avec une distribution en 1-3-3. On va s'intéresser à cette première mêlée puisque j'adore les systèmes de jeu. En fonction de la position de la mêlée sur le terrain, on a des zones préférentielles pour attaquer, mais du coup on va s'intéresser à ce système de jeu de l'équipe de France. Moi ça m'a un petit peu surpris puisque je n'ai pas spécialement l'habitude de le voir. On va voir qu'il y a le troisième ligne cross qui va décrocher pour venir tout de suite dans le couloir des 5 mètres. Il y a Jelonge qui anticipe le gain de terrain dans les 15 mètres opposés et donc du coup qui a une course pour couper, la même que celle de Dupont. On a Aldrit qui vient sur la ligne du ballon avec les deux deuxièmes lignes et les 3 premières lignes qui vont recharger au centre du terrain. On se retrouve donc plus ou moins dans une configuration de 1-3-3-1. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on anticipe déjà la renversée avec du coup Cross qui a décroché dans le couloir des 15 mètres et la diagonale au pied pour aller chercher l'espace mort. On a Penaud et Cross qui se retrouvent face à un troisième ligne. Le jeu au pied est peut-être monté un petit peu trop et laisse la possibilité au troisième ligne de venir défendre sur Penaud. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on cherche en permanence au rugby à trouver ce déséquilibre, ce rapport qualitatif pour opposer des rapides aux lents. Et si on met pause sur cette séquence, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 Français, dont 1, 2, 3, 4, 5 profils rapides et un profil troisième ligne type runner face à 4 Écossais. Et donc, on n'a pas réussi à trouver ce rapport, ce déséquilibre numérique sur le premier temps de jeu ni sur le deuxième temps de jeu. En revanche, là, on voit l'activité de Penaud qui était à la réception du ballon et qui arrive à se déplacer pour venir amener ce surnom momentané à un endroit. En fait, cette séquence est un poil plus compliquée. Quand on repart de la mêlée depuis le début, Jelonge s'aperçoit qu'il va y avoir un break et que c'est les 3 quarts qui seront à la conservation. Donc du coup, on adapte sa distribution. Ça ne sera pas à lui de venir épauler puisqu'il n'y aura pas de continuité du jeu. Et donc il se repositionne au ce que j'appelle le bloc 10 pour une relance de jeu. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que pour réussir à créer des décalages momentanés et des brèches dans la défense, puisque c'est des équipes professionnelles qui sont très très fortes, en fait, il va venir jouer en bloqueur sur Finn Russell. On le voit clairement, là, il vient et en fait, il fait une petite obstruction mais qui ne se voit pas spécialement dans le jeu, juste pour que Russell ait un temps de retard. Il va avoir 3-4 mètres de retard, mais 3-4 mètres de retard dans une défense, ça peut être important. Et donc on anticipe que sur un prochain temps de jeu, Finn Russell aura eu un temps de retard. Et on essaye en permanence d'amener des petites choses comme ça pour permettre à ses partenaires d'avoir de l'avance et permettre à la défense d'être en retard. C'est ça le très haut niveau. On va s'attarder un tout petit peu sur le jeu de l'Écosse qui joue en 1-3-3-1 que je vais qualifier de classique, donc il n'y a pas énormément de surprises dans l'animation de leur système de jeu. Ils ont un R3 qui bouge bien et un 10 qui adore animer. Après c'est toujours pile ou face avec Finn Russell, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses magiques sur une action puis de foirer la suite. Mais on a l'impression qu'il ne garde pas de pression sur lui et que les actions précédentes n'influent pas sur les actions qui viennent. C'est vraiment pile ou face, il peut rater un dégagement et de faire quelque chose de magique derrière, puis rater quelque chose et de refaire quelque chose de magique. L'Écosse, c'est pas la meilleure équipe sur le défi physique et ils sont dangereux quand ils réussissent à déplacer le ballon et forcent les défenseurs à circuler. C'est des joueurs qui sont plutôt mobiles, ils sont plus mobiles que puissants, même si forcément ils ont quelques beaux gabarits, on est dans le rugby professionnel, et c'est rare de les voir donner le ton sur les collisions. Pour moi, on a été efficace sur 2 choses pour les empêcher de produire. La première, j'ai eu l'impression qu'on demandait à Ntamak de venir couper les transmissions sur le 3e joueur de leur bloc 12 pour les forcer à venir au combat et les empêcher de mettre de la vitesse. Si Finn Russell arrive à aller chercher ce 3e joueur du bloc 12, forcément les défenseurs ont plus de chemin à parcourir pour pouvoir circuler dans le sens. Et donc c'est ce que j'ai eu l'impression sur 2 ou 3 actions, on vient couper en fait directement le 3e joueur. Alors effectivement, ça ouvre potentiellement une brèche, mais les défenses sont tellement efficaces à ce niveau-là que la brèche elle se referme assez vite. La seconde a été cette capacité à être efficace sur les contests. Contrairement à l'Irlande où on avait décidé de contre-requête très fort, sur ce match on ne s'est pas consommé dans les rucks par rapport aux Écossais. Ils ont toujours eu énormément de joueurs dans les rucks alors que nous on avait le minimum possible. Et c'est très difficile de jouer en surnom, mais du coup, ça nous a permis de choisir les ballons qu'on allait contester en fonction du rapport de force. On a été très très efficace sur ces contests. Ou alors l'Écosse n'a pas été efficace sur les soutiens offensifs, ce qui est aussi totalement possible. Un des points forts de l'équipe de France, c'est quand même de réussir à dominer ses contacts et de réussir à faire vivre le ballon. Et même quand on ne domine pas les contacts, les processus décisionnels pour faire vivre le ballon sont très très bien gérés par les joueurs. Et je vais m'attarder un petit peu sur cet exemple.
On est sur un ballon porté et ce qui se passe généralement, c'est que sur un ballon porté, si on a un avantage, on va essayer de transformer le jeu très très rapidement au pied. On a Aldrid qui prend l'initiative de mettre de l'avancée et là, tous les joueurs, même s'ils ne sont pas placés pour déplacer forcément le ballon comme ça, ils vont réussir à le déplacer avec des passes pseudo-axiales en jouant très très proche de la défense. C'est-à-dire que là, on a les joueurs qui viennent à chaque fois arrêter le dernier joueur pour pouvoir faire la passe. Et ça a l'air très très simple comme ça. Bon, on termine évidemment avec 2 passes après contact magnifiques en bord de touche. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ces passes qu'on a eues avant de la part des 3 quarts français pour amener le ballon jusqu'à l'aile. Si on met un arrêt sur image ici, on s'aperçoit qu'ils sont toujours positionnés de la même manière avec un joueur qui va arriver à hauteur et un joueur dans le dos de manière à pouvoir arrêter un joueur et déplacer. Et ce qui va être très intéressant, c'est cette adaptation qu'ils vont avoir où Fickou va porter proche de la défense. On a un défenseur écossais qui a un temps de retard et donc on a l'autre qui est entre les deux qui va lâcher son ballon à Danty. Et donc là, normalement, sur ce genre de lancement de jeu, Danty, il arrive à pleine vitesse pour pouvoir franchir et attaquer très fort un intervalle. On a du coup le défenseur qui est en N+1 qui lui attend de voir s'il va devoir défendre sur Ntamak ou sur Danty qui du coup doit venir défendre sur Danty. Et là on a cette course de Ntamak qui était à la base dans le dos qui va réussir à occuper l'espace et pouvoir redresser pour venir arrêter le défenseur suivant. Et qui va lâcher sur le pas et on a tous les joueurs comme ça qui sont capables de fixer, je prends, je fixe, je donne avec des courses qui ne sont pas forcément évidentes à la base. Un autre des points forts de cette équipe de France, c'est sa capacité à mener à bien des contre-attaques, que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième rideau défensif. Les contre-attaques, c'est des phases de transition sur lesquelles les utilisateurs deviennent défenseurs et les défenseurs deviennent utilisateurs. Et on sent que c'est quelque chose qui est travaillé, où les joueurs, en fait, plutôt que là, comme contre la Nouvelle-Zélande avec Ntamak, plutôt que de donner une mêlée à 5 mètres à l'adversaire, ils décident de contre-attaquer de leur en but, avec des choix qui vont être rationnel, décisionnel en fonction de la position de l'adversaire, mais on sent que c'est des phases qui sont énormément travaillées et du coup on est vraiment très très efficace sur ces contre-attaques. Moi j'adore celle-là de Movaka où quand tu vois ton talonneur qui met une contre-attaque où il arrive à faire un break de 30 mecs, c'est juste magique. Et le gros avantage de ces phases de transition, c'est que l'adversaire n'est pas prêt à défendre. Et donc, du coup, on arrive à déplacer le ballon rapidement et à attaquer ces zones de break. Et on marque 3 essais comme ça, quand même, durant le match. C'est-à-dire qu'on joue l'Écosse et pendant un match international, on marque 3 essais sur contre-attaque. Et ça, c'est la force des grandes équipes, c'est cette capacité de réussir à exploiter ces ballons de contre-attaque. Et là, on peut admirer sur celui-là le geste de Fickou qui fait une feinte de coup de pied pour arrêter le dernier défenseur pour transmettre la balle à Penaud qui lui pousse dans le R3 puisqu'il n'y a plus personne et donc du coup après c'est suivi, on a le rebond, tout ce qu'on veut, etc. Ça peut être de la chance. En attendant, tous les choix sont très très rationnels sur la façon dont est menée la contre-attaque. Là, c'est exactement la même chose. On a une contre-attaque en R1 avec un ballon de récupération qu'on arrive à arracher au contact. L'objectif, c'est d'écarter la balle de la zone de récupération le plus rapidement possible. On écarte la balle loin de la zone de récupération et on a l'impression que Penaud, il y va en footing pour marquer son essai. Toutes ces phases-là, on sent que la France les maîtrise très très bien. Et étant donné qu'on a une défense qui est ultra agressive et efficace sur les contests, on a beaucoup de ballons de contre-attaque à jouer et donc ça s'enchaîne de façon très fluide. Quand on prend ce ballon de contre-attaque de Antoine Dupont, il fait un break magnifique, mais je vais m'intéresser juste à comment ce break est amené et je pense que c'est intéressant de le regarder en zoomant un petit peu. Au niveau international, je pense que tout est très travaillé et notamment ces phases-là. On a tous les joueurs français qui sont devant Dupont et donc du coup qui ne peuvent pas intervenir et ne peuvent pas gêner la défense. Néanmoins, on va regarder l'action de repli de Jelonche et de Fickou. On s'aperçoit que Jelonche, il fait exprès, on a l'impression, d'aller se positionner entre l'épaule extérieure vis-à-vis de Dupont et Dupont, comme s'il savait que Dupont allait anticiper et prendre ce trou-là. Et derrière, on a Fickou qui va défendre en repli et qui va bloquer l'action de l'autre défenseur. Et donc on a l'impression en fait que les deux joueurs français, ils ouvrent un couloir pour le porteur de balle pour que le porteur de balle puisse s'y engouffrer. Alors déjà que Dupont, il est pas marrant sur les appuis, mais en plus si on lui offre un couloir comme ça sur lequel il est protégé des défenseurs, c'est vachement plus simple. Je me demande si c'est des phases qui sont réellement travaillées sur les séquences d'entraînement ou si c'est juste de la chance ou si c'est moi qui interprète le niveau professionnel comme étant vraiment hallucinant. Mais j'ai l'impression que c'est pas de la chance et que c'est des choses qui sont travaillées puisqu'on est de plus en plus efficace alors qu'avant on ne l'était pas du tout sur ces phases-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là.
Je vous demande si vous pouvez mettre juste un petit like, un petit partage et un petit commentaire. Franchement, c'est cool parce que ça aide la chaîne. Il n'y a que ça qui permet de donner de la visibilité sur YouTube. Dans les algorithmes YouTube, c'est les partages, les interactions qu'il va y avoir. Moi, j'aimerais bien développer un petit peu plus la chaîne, mais ça prend énormément de temps. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton souscrire et donc vous pouvez donner 99 centimes, 2 euros ou 5 euros. Moi, ça va me permettre de dégager plus de temps pour essayer de m'y lancer pleinement dans cette chaîne et d'essayer de partager un maximum de contenu sur les principes de jeu. J'ai beaucoup de séquences, j'ai beaucoup de trucs sur le feu, mais ça prend beaucoup de temps aussi de s'occuper de tout ça. Pour tous ceux qui veulent des exercices, je publie plus d'exercices sur cette chaîne, sur ce canal YouTube, mais du coup vous pouvez aller sur Up Rugby, exercices et skills, je crois que ça s'appelle, sur YouTube. Je viens de créer la chaîne, j'ajoute toutes les séquences progressivement, je commence par la base du rugby, par tout en bas, par tout ce qui est U6-U8, il y a 150 situations ou 200 situations là qui vont partir, et ensuite j'ajouterai tous les secteurs de jeu que j'ai au fur et à mesure. Vous pouvez aller aussi sur mon site, pour l'instant il y a déjà pas mal d'exercices sur le site et j'espère qu'on se revoit bientôt. Tchuss!